Une infirmière reçoit l'ordre de mettre fin à la vie d'une jeune femme dans le coma et commence à retirer les tubes. Mais ce qu'elle entend la pousse à appeler la police. Le couloir sentait le café léger et le désinfectant. Il était 6h30 du matin quand Mary Louisa Carter a traversé la réception de l'hôpital général St. Mary's, ajustant sa blouse et ramassant ses cheveux en un chignon rapide. Son service allait commencer et elle connaissait déjà la routine par cœur. Examen, changement de pansement, vérification des médicaments. Mais même s'il y avait tellement de patients, il y avait une chambre qui ralentissait toujours son rythme cardiaque. Au bout du couloir, dans la douce pénombre de la lumière froide, se trouvait le lit de Camille Jameson, 22 ans, dans le coma depuis 4 mois. Son corps était encore jeune, mais immobile, comme si le temps s'était arrêté pour elle. Mary se demandait toujours ce qui se passait derrière ses yeux fermés. Le dossier était court, victime d'un délit de fuite. Le conducteur n'a jamais été retrouvé. Son seul parent, son père, est venu le jour de l'accident. Il est resté quelques minutes et est reparti précipitamment, disant qu'il avait des choses plus importantes à faire et que si nécessaire, il suffisait de l'appeler. Il n'est jamais revenu. Mary a posé sa main sur la poignée de la porte, a pris une profonde inspiration et est entrée. La pièce était silencieuse, seul le bip constant du moniteur cardiaque venait rompre le silence pesant. Elle s'est approchée lentement, comme elle le faisait toujours, et a tiré le rideau pour laisser entrer la lumière du matin. « Bonjour ma petite fille », a-t-elle dit doucement, en bordant le drap autour du corps de Camille. « Tu as bien dormi ? Regarde, il fait un beau soleil dehors. » C'était comme ça tous les jours. Mary lui parlait comme si elle pouvait répondre. Elle lui racontait des trucs simples, que le café dans la cuisine était mauvais, que son collègue était arrivé en retard, que le fils du portier avait réussi son examen universitaire. Tout en parlant, elle passait un chiffon chaud sur le visage et les mains de Camille, enlevant toute trace de poussière ou de peau sèche. « Tes yeux cheveux sont tout en bataille, aujourd'hui, n'est-ce pas ?» L'Ève souriait, prenant la brosse et la passant lentement dans ses cheveux, comme si elle peignait les cheveux d'une petite fille. « Mais je m'en occupe, je m'en occuperai toujours. » La main de Camille était froide, comme toujours. Mary la tint quelques secondes, sentant ce lourd silence qui semblait coller à sa poitrine. « Tu sais, je sais que tu ne m'écoutes pas, » dit-elle en regardant le visage immobile. « Mais je vais continuer à venir ici jusqu'à ce que tu te réveilles. » Dehors, quelqu'un l'appela par son nom. Elle répondit rapidement, mais elle mit du temps à lâcher la main de Camille. Elle ferma les yeux un instant et fit une petite prière silencieuse, comme elle le faisait tous les jours. Puis elle ajusta l'oreiller, vérifia l'équipement et jeta un dernier regard avant de partir. Au fond d'elle-même, elle ne pouvait pas expliquer pourquoi, mais cette petite fille avait touché quelque chose de très profond en elle. Mary était en train d'écrire quelque chose dans le dossier d'un autre patient quand elle sentit une présence derrière elle. Elle se retourna et vit le docteur Harris, le chef de l'équipe, avec un bout de papier dans la main. Il ne souriait pas, il ne clignait pas des yeux, il la regardait simplement comme s'il portait un poids, ou peut-être comme s'il s'était habitué à le porter. « Carter », sa voix était basse, mais ferme. « J'ai besoin que vous signiez ceci. » Elle prit le papier sans comprendre et commença à lire. Il n'y avait que quelques lignes, mais chaque mot semblait peser 1 tonne. « J'autorise le retrait du maintien artificiel de la vie. » Signé Joseph Jameson, père. Justification écrite à la hâte dans le coin. « Je ne peux pas continuer comme ça. Je suis fatigué d'attendre. Je n'ai pas d'argent. » Mary cligna plusieurs fois des yeux comme si elle voulait que les lettres changent d'elles-mêmes. « Docteur !» Sa voix sortit brisée. « Est-ce que ça veut dire oui ?»« Oui !» répondit-il rapidement, presque froidement. La famille l'a autorisé. C'est la fin. Carter sentit son cœur se serrer comme si quelqu'un le pressait de l'intérieur. Elle serra le papier fort dans sa main. Elle prit une profonde inspiration, mais sa gorge était nouée. Seulement 4 mois. Elle essaya de discuter, la voix tremblante. « Il est si jeune. » Le docteur détourna le regard comme s'il ne voulait pas entrer dans cette conversation. « Je sais que vous l'aimez, mais parfois, il faut accepter les choses. On ne peut rien faire d'autre. » 4 mois sans réponse. Et la famille a donné son accord. Mary restait immobile, les yeux fixés sur le document, essayant de comprendre comment un bout de papier pouvait décider si une vie allait continuer ou non. L'air semblait plus lourd, le couloir plus silencieux. Et elle demanda, presque dans un murmure, « Est-ce qu'il vient ou est-ce qu'il donne juste son accord à distance ?» Il ne l'a pas envoyé avec un proche. Il a dit de le prévenir si quelque chose arrivait. C'est alors que Mary s'est rendue compte que ses doigts tremblaient. Elle a plié le papier lentement, comme si chaque pli était un coup porté à sa poitrine. Ce n'était pas juste une ordonnance du médecin, c'était comme éteindre une lumière qui brillait encore, même si elle était faible.
Elle savait que sur le papier, c'était une procédure normale, mais dans son cœur, cela ressemblait à un crime silencieux. Le couloir semblait plus long ce jour-là. Chaque pas de Marie résonnait, et le bruit de ses propres chaussures sur le sol froid de l'hôpital ressemblait à une horloge qui comptait le temps restant. Lorsqu'elle arriva à la porte, elle s'arrêta. Sa main resta suspendue dans les airs, hésitant sur la poignée, comme si ouvrir cette pièce allait aussi ouvrir une blessure qu'elle ne pourrait pas refermer. Elle poussa lentement la porte. La chambre était plongée dans un silence presque terrifiant, rompu seulement par le bip rythmique du moniteur cardiaque. Mais à ce moment-là, le son semblait plus fort, plus insistant, comme si chaque bip était une supplication pour qu'elle ne la laisse pas partir. Mary ferma la porte avec précaution, se dirigea vers le lit et s'assit sur la chaise à côté. Son regard se posa sur le visage serein de Camille, qui semblait être plongé dans un sommeil profond. Comme toujours, quelques mèches de cheveux tombaient sur son front, et Marie les repoussa doucement, comme une mère le ferait lorsqu'elle borde sa fille. « Pardonne-moi, mon enfant », murmura-t-elle, la voix brisée. Elle prit la main de Camille. Elle était froide, fine, si légère qu'elle semblait être en verre. Mary l'enveloppa de ses deux mains, essayant de la réchauffer, comme si, d'une manière ou d'une autre, elle pouvait la ramener à la vie par le toucher. Elle prit une profonde inspiration, mais l'air brûlait dans sa poitrine. Ses yeux commencèrent à brûler eux aussi, et sa vision se brouilla. Elle passa ses doigts sur le bras de la jeune femme, lissa le drap, et, sans s'en rendre compte, se mit à parler. « Aujourd'hui, Dieu m'a demandé de te le dire. Mais comment faire ? Sa voix se brisa au milieu de la phrase. Comment lâcher cette main ? Le bip était de plus en plus présent. Mary posa son front sur le bord du lit, sentant l'odeur du drap propre, mêlée à la légère odeur des médicaments. « Je sais que tu ne répondras pas, mais j'aimerais que tu le fasses, ne serait-ce que pour me dire que tout va bien. » Une larme tomba silencieusement et mouilla le drap. Elle releva la tête, s'essuya les yeux avec le dos de la main et reprit la main froide de la jeune fille, plus fermement cette fois, comme si elle refusait de la lâcher. Le silence s'installa encore plus profondément dans la chambre. Mary resta là, immobile, sentant la respiration faible, presque imperceptible, et répétant doucement, comme un mantra que personne d'autre ne pouvait entendre, « Pardonne-moi, 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 pardonne-moi ». Elle rapprocha la chaise du lit, prit une profonde inspiration et, les mains tremblantes, commença ce qu'elle s'était promis de ne jamais faire. Elle tint délicatement le tube qui aidait Camille à respirer. Ses doigts tremblaient plus que d'habitude, et le son régulier du moniteur ressemblait maintenant à un tambour qui battait dans sa tête. « Pardonne-moi », murmura-t-elle à nouveau, presque sans voix. Au moment où elle commença à débrancher le premier tube, un bruit étrange rompit le silence. Il était grave, traînant, comme s'il venait de loin. « Pardonne-moi », murmura-t-elle à nouveau, presque sans voix. « Ne me quitte pas, il revient. » Mary se figea. Son cœur s'emballa et, pendant une seconde, elle ne put plus respirer. Elle regarda autour d'elle comme si elle s'attendait à trouver quelqu'un derrière elle. Mais il n'y avait personne. Elle se retourna vers Camille, qui était toujours allongée là, les yeux fermés, le visage immobile. Mary l'appela d'une voix tremblante en approchant son visage. Rien. La pièce retrouva le même silence étouffant qu'avant. Seul le bip insistant marquait le passage du temps. Mary restait immobile, ne sachant pas si elle avait vraiment entendu ou si son esprit lui jouait des tours. Elle sentit un frisson lui parcourir la nuque. « Ça ne peut pas être réel », murmura-t-elle, essayant de reprendre son souffle. Mais le son continuait de résonner dans sa tête, mot pour mot, comme s'il était encore chuchoté à son oreille. Le cœur battant toujours à tout rompre, Mary courut vers la porte et appela. « Docteur Vega, venez vite !» Le médecin de garde se précipita. « Que s'est-il passé ? Je crois qu'elle a parlé. » Le docteur Vega haussa un sourcil, s'approcha du lit et resta là à observer. « Attendons un peu, » dit-elle en regardant les machines. « Si elle a parlé, ça pourrait être un signe. » Les deux femmes restèrent là, immobiles, à l'affût du moindre bruit. 1 minute, 2, 3. Rien d'autre que le moniteur et la climatisation. Mary sentit le poids de la déception et du doute grandir en elle. « Ça devait être mon imagination », murmura-t-elle en passant sa main sur son visage. Mais lorsqu'elle regarda Camille, quelque chose lui coupa le souffle. Les yeux de la jeune femme semblaient plus humides. Ce n'était pas de la sueur, mais des larmes, petites, presque imperceptibles, mais bien présentes. Et ça ne pouvait pas être son imagination. Mary resta quelques secondes de plus près du lit, comme si une force invisible la retenait là. Elle essaya de se convaincre qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait, mais son corps ne lui obéissait pas. Elle regarda le visage de Camille, sa respiration lente, le silence pesant dans la pièce, et fit un pas en arrière, prête à partir, quand quelque chose du coin de l'œil la fit s'arrêter.
Ce fut si rapide qu'elle crut presque l'avoir imaginé. Elle regarda à nouveau la main droite de Camille. Le doigt bougea. C'était un mouvement infime, presque un spasme, mais si net qu'il fit battre le cœur de Mary. Elle s'approcha, retenant son souffle comme si le moindre bruit pouvait faire disparaître ce moment. Camille appela doucement, craignant de paraître ridicule. « Est-ce que j'ai rêvé ou est-ce que tu as bougé ?» La main resta à nouveau immobile. Mary restait là, penchée sur elle, observant chaque détail. Les ongles légèrement longs, la peau pâle, le bout du doigt qui semblait encore vibrer de ce qu'il venait de faire quelques secondes auparavant. C'était impossible. Les médecins, les livres, tout le monde disait qu'une personne dans un coma profond ne pouvait pas réagir volontairement. Mais au fond d'elle-même, Mary savait que ce n'était pas un réflexe. C'était un signe. Son cœur se remplit d'un mélange de peur et d'espoir. Elle passa ses doigts sur la main de Camille, essayant de sentir à nouveau une réaction. Si c'était toi, fais-le encore. Juste une fois de plus. Rien. Le silence revint. Il était si lourd qu'il semblait pousser les murs vers l'intérieur. Mary ferma les yeux un instant, essayant de se convaincre qu'elle ne perdait pas la tête. Mais lorsqu'elle les rouvrit, elle avait encore une image claire du doigt qui bougeait, petit, rapide, mais réel. Et cela suffit pour semer le doute et allumer en elle une étincelle qu'elle ne pouvait éteindre. Mary resta quelques secondes à la porte, le cœur battant, la tête remplie de voix qui lui disaient qu'elle avait tort, qu'elle allait s'attirer des ennuis, mais il y avait quelque chose de plus fort que n'importe quelle règle à ce moment-là. Elle prit une profonde inspiration, ferma la porte derrière elle et retourna vers le lit. Elle regarda les tubes, les machines, le corps immobile, s'assit à nouveau, posa ses coudes sur ses genoux et prit la main de Camille dans les siennes. La peau était encore froide, mais pas autant que le matin. « Je ne vais rien éteindre aujourd'hui, » dit-elle doucement, comme si elle révélait un secret interdit. « Peuvent-ils me réprimander? Ils peuvent me virer, mais pas aujourd'hui. » L'horloge au mur indiquait 19h30. Son service était terminé, mais elle ne partit pas. Elle demanda à une autre infirmière de prendre le relais auprès de ses patients. Elle dit qu'elle avait un cas délicat et resta là seule, avec la douce lumière de la lampe éclairant le visage pâle de la jeune femme. Mary commença à parler comme elle le faisait tous les jours, mais cette fois-ci avec plus de précaution, plus lentement, comme si chaque mot pouvait franchir la barrière invisible du coma. « Tu sais, Camille, aujourd'hui, à la cuisine, ils ont fait de la soupe au poulet. C'était horrible, mais je l'ai mangée en pensant à toi. Je me suis souvenu que tu avais déjà mangé quelque chose de similaire quand tu étais enfant. » Elle resta silencieuse pendant quelques secondes, observant. Puis elle porta la main de Camille à son propre visage, comme si elle voulait lui transmettre une partie de la chaleur qu'elle ressentait. « Si tu m'entends, serre ma main, » murmura-t-elle, le cœur battant à tout rompre. Elle attendit. Le son du moniteur était la seule chose qui lui répondait. « S'il te plaît, juste pour savoir que tu es là, » insista-t-elle, les yeux remplis de larmes. « Rien. » Le temps semblait s'éterniser. Mary ajusta l'oreiller, essuya le visage de la jeune fille avec un chiffon humide et peigna ses cheveux détachés. Puis, elle continua à parler. Elle raconta des histoires sur son enfance, sur les bêtises de son frère, sur les fois où elle avait failli avoir des ennuis à l'école. « Tu n'es pas seule, même si ça en a l'air. Je suis là, » dit-elle avec fermeté, tenant cette main comme si elle contenait toute une vie. L'aube se leva. Dehors, l'hôpital dormait en silence, interrompu seulement par des pas précipités dans le couloir de temps en temps. Mais Mary ne bougeait pas. Ses yeux étaient lourds de sommeil, mais elle gardait fermement la main de Camille, comme si c'était un pont qui les reliait toutes les deux. Et au fond d'elle-même, elle sentait que ce pont devait tenir, quoi qu'il en coûte. L'horloge murale indiquait presque 3 heures du matin. L'hôpital était plongé dans un profond silence, seulement rompu par les bruits de pas occasionnels dans le couloir. Mary, épuisée, avait la tête posée sur le bord du lit, sa main toujours entrelacée avec celle de Camille. Ses yeux clignaient lentement, luttant contre le sommeil. C'est alors qu'elle le sentit, d'abord un toucher léger, puis une pression, faible, hésitante, mais indéniable. Mary a brusquement relevé la tête, le cœur battant à tout rompre, et a regardé la main qu'elle tenait. Elle a vu les doigts de Camille se refermer légèrement autour des siens. « Mon Dieu !» a-t-elle murmuré, sentant les larmes lui monter instantanément aux yeux. Elle a baissé la tête, portant sa main à sa poitrine, comme pour protéger quelque chose de précieux. « Ma fille, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demanda-t-elle, la voix brisée, comme si elle s'attendait à une réponse impossible, et comme si le impossible avait décidé de se produire. Un léger son sortit des lèvres de Camille, presque un murmure, mais avec des mots. « La maison rouge, s'il te plaît. » Mary sentit tout son corps trembler.
Elle se pencha pour essayer d'entendre davantage, mais le silence envahit à nouveau la pièce. La maison rouge, répéta-t-elle, essayant de graver chaque syllabe dans son esprit. Elle sortit rapidement le carnet de sa poche et nota ces mots. Elle se rassit en tenant toujours fermement sa main. Son esprit était en ébullition. Quelle maison était-ce? Pourquoi, s'il te plaît? Qui était-il? Elle regarda le visage immobile de Camille, qui arborait maintenant une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Quelque chose entre la tension et la peur, toujours endormie. Mary déglutit péniblement. Elle sentait que ces mots avaient un poids énorme, et elle savait qu'elle devait, d'une manière ou d'une autre, comprendre leur signification. La lumière du matin filtrait à travers les fissures du rideau, peignant la pièce d'un jaune doux. Mary était assise dans la même position que celle dans laquelle elle avait passé toute la nuit, tenant toujours la main de Camille. Son corps était endolori, sa tête lourde, mais son esprit était en état d'alerte. Les mots prononcés plus tôt dans la matinée continuaient de résonner dans sa tête, comme un tambour. La maison rouge, s'il te plaît, et cette pression sur sa main. Ce n'était pas une coïncidence, c'était impossible. Quand elle entendit des pas dans le couloir, son cœur se mit à battre à toute vitesse. Le bruit de la poignée de porte qui tournait la fit lâcher lentement la main de Camille, essayant de paraître calme. Le docteur Harris entra avec le dossier sous le bras et son air sérieux habituel. « Bonjour Carter, je suis ici pour… » Il ne termina pas sa phrase. « Suivons le protocole. » Mary prit une profonde inspiration. Elle avait quelques secondes pour se décider. Elle sentit son estomac se nouer, ses mains transpirer. « Docteur » commença-t-elle, en essayant de garder une voix calme. Le patient a montré des signes. Il haussa les sourcils. Incrédule. Des signes. Carter. Oui. Elle l'interrompit, le regardant droit dans les yeux. Une réponse neurologique. Elle bougea son doigt et il y eut un murmure. Harris fronça les sourcils. Êtes-vous sûr de ce que vous dites? Mary déglutit péniblement. Absolument. Et vous savez, s'il y a une réponse, on ne peut pas la débrancher. Ce serait un meurtre. Le docteur resta silencieux pendant quelques secondes, passa sa main sur son menton, regarda l'équipement, puis la regarda. D'accord, donnez-moi un rapport signé avec les tests et on gardera le patient, mais je vais avoir besoin d'un rapport détaillé, très détaillé. Je vais le faire, dit-il rapidement, sentant. Je vais le faire, répondit-elle rapidement, ressentant un soulagement immédiat, mais aussi le poids du mensonge qu'elle venait de dire, car au fond d'elle-même, elle n'était pas sûre qu'il serait accepté comme preuve, mais elle avait besoin de gagner du temps. Quand il partit, Mary se couvrit le visage de ses mains. Elle se sentait divisée. Elle savait que techniquement, elle avait manipulé la situation, mais elle savait aussi que si elle ne l'avait pas fait, cette fille n'aurait peut-être jamais eu la chance de raconter son histoire. Elle regarda Camille allongée là, fragile, avec un silence qui semblait cacher un cri. « Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mon enfant », murmura-t-elle en s'approchant à nouveau d'elle. « Mais je vais le découvrir, et personne ne te fera taire. » À ce moment-là, elle a compris qu'elle ne s'occupait plus seulement d'une patiente. Elle protégeait un secret, et la vérité, quelle qu'elle soit, dépendait désormais d'elle. Le matin, Mary a eu l'impression que l'hôpital semblait plus bondé que jamais. Chaque couloir, chaque porte semblait l'observer. Puis, pendant la pause entre deux interventions, elle s'assit devant l'ordinateur du poste des infirmières et ouvrit le dossier d'admission de Camille. Elle fit défiler les pages numériques, une par une, jusqu'à ce qu'elle trouve le rapport de l'ambulance qui l'avait amenée. Le voilà. La patiente a été trouvée inconsciente sur la route départementale 12, à environ 2 km de la ville de Sandrock. Mary fixa ces mots comme s'il s'agissait d'une carte secrète. Sandrock, la maison rouge. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle prit un bout de papier, nota le nom et l'adresse approximative, et le glissa dans la poche de sa blouse, comme quelqu'un qui cache un trésor. Quelques heures plus tard, après avoir fini son service, elle monta dans sa voiture et suivit le chemin de terre qui menait au village. Le soleil était fort, mais le vent apportait une odeur d'herbe et de poussière. À chaque virage, elle avait de plus en plus l'impression d'aller là où elle ne devrait pas. Sandrock était petit, avec quelques maisons éparpillées et des enfants jouant dans la rue en terre battue. Elle arrêta la voiture près d'une petite boutique et s'approcha d'une femme qui balayait le trottoir. « Excusez-moi, savez-vous où se trouve la Maison Rouge ?» demanda-t-elle en essayant de paraître décontractée. La femme cessa de balayer, fixa Mary pendant quelques secondes, puis lui indiqua du menton une rue étroite sur la droite. Elle ne dit pas un mot. Mary la remercia et continua son chemin. Au bout de la rue, elle la vit. La maison avait une peinture rouge délavée et écaillée, comme si personne ne s'en était occupé depuis des années.
Les fenêtres étaient cassées, certaines condamnées, mais ce qui attira le plus son attention, c'était le jardin. Un vélo rouillé était appuyé contre le mur. Des vêtements sur la corde à linge flottaient au vent, comme si quelqu'un vivait encore là. Mais le silence autour d'elle était lourd. Aucun bruit de personne, aucun bruit de pas, aucun rire. Mary se tenait devant le portail, essayant de comprendre comment quelque chose pouvait sembler à la fois si vivant et si mort. Un frisson lui parcourut le dos. Finalement, cette maison ne ressemblait pas seulement à un lieu, elle ressemblait à un secret mal enfoui. Elle frappa dans ses mains, cria, mais rien, le silence. Personne ne sortit. Le portail grinça bruyamment lorsque Mary le poussa. Le bruit résonna dans la cour silencieuse, et elle resta là quelques secondes à écouter pour s'assurer que personne ne viendrait lui demander ce qu'elle faisait là. Rien, juste le mouvement des vêtements sur la corde à linge et le léger grincement d'une balançoire vide qui bougeait dans le vent. Elle traversa la cour en évitant les objets qui traînaient. Un ours en peluche sale, une chemise déchirée, un ballon dégonflé. Tout semblait figé dans le temps. La porte d'entrée était entr'ouverte. Mary la poussa lentement. Une odeur de poussière mêlée d'humidité lui monta au nez. La lumière qui filait par les fissures révélait des particules flottant dans l'air, se déplaçant lentement. Elle fit quelques pas, le plancher en bois craquant sous ses pieds. De vieux meubles, une table avec une nappe tachée, un fauteuil usé recouvert d'une couverture. C'était comme si quelqu'un avait vécu là, mais était parti à la hâte. Puis elle vit dans un coin de la pièce un petit cadre photo posé sur le sol. Le cadre était cassé et le verre fissuré. Elle se baissa pour le ramasser, mais lorsqu'elle le toucha, le verre se détacha et une vieille photo tomba sur le sol. Mary la ramassa avec précaution. L'image était un peu jaunie, mais toujours nette. Une fillette d'environ 8 ans avec ses cheveux en 2 tresses, un sourire timide. À côté d'elle, un homme grand et mince, vêtu d'une chemise sombre. Son visage était sérieux, son regard dur, presque menaçant. Même sur la photo, Mary sentit son estomac se nouer. Elle ne mit pas longtemps à reconnaître le visage de la fillette. C'était Camille. Elle vit qu'il y avait quelque chose d'écrit au dos. Elle retourna la photo avec précaution. L'écriture était enfantine, avec de grandes lettres irrégulières. « Pour toujours, papa ». Mary le fixa, sentant un poids dans sa poitrine. Impossible de ne pas imaginer la scène. Une petite fille, croyant que l'homme à côté d'elle était une protection, un amour, alors qu'à présent, dans ses yeux, elle ne voyait que de l'obscurité. Le silence dans la maison semblait plus épais. Mary ferma les yeux un instant, serrant la photo entre ses doigts. Elle sentait que cette image renfermait quelque chose de bien plus grand qu'un simple souvenir. Elle renfermait une partie de la vérité qu'elle commençait tout juste à entrevoir. C'est alors qu'elle entendit le faible crissement des cailloux à l'extérieur, comme des pas prudents dans la cour. Son cœur se mit à battre à toute vitesse. Pendant un instant, elle resta immobile, essayant de déterminer s'il s'agissait simplement du vent ou si quelqu'un s'approchait réellement. Puis un bruit sourd, comme celui de vêtements frottant contre le bois de la porte, retentit juste derrière elle. Avant qu'elle n'ait le temps de réagir, une voix de femme, presque un murmure, traversa l'air. « Si ce salaud découvre que tu es ici, tu es morte. » Mary se tourna brusquement vers la fente de la porte. Une femme au visage marqué par le temps et aux yeux enfoncés la fixait. Le foulard sur sa tête était mal noué, et ses mains tremblaient légèrement, comme si le courage de parler était bien plus grand que la force dont elle disposait. « Qui êtes-vous » demanda Mary, essayant de baisser la voix, mais sentant un frisson lui parcourir le dos. « Peu importe qui je suis » répondit la femme en regardant nerveusement de chaque côté. « Ce qui compte, c'est qu'il doit arriver bientôt. » Mary essaya de la questionner, mais la femme leva la main pour lui demander de se taire. Ne posez pas de questions, sortez d'ici maintenant. Il y avait un poids dans ces mots qui fit déglutir Mary. C'était comme si cette femme avait vu des choses que personne ne devrait jamais voir. Sa façon de parler, son regard de quelqu'un qui porte en lui une vieille peur, ne laissait aucun doute. Quelque chose de terrible se cachait derrière cette maison. Le bruit lointain d'un moteur qui s'approchait rompit le silence. La femme ouvrit grand les yeux et recula d'un pas. « Va-t'en !» insista-t-elle, poussant presque Mary vers la porte. Avec la photo cachée dans sa poche, Mary se leva rapidement et traversa la cour. Elle ouvrit le portail métallique avec précaution, mais le bruit lui semblait encore trop fort. Au moment où elle mit le pied dans la rue, le moteur d'une voiture tourna au coin de la rue. Sans hésiter, Mary accéléra le pas, monta dans sa voiture et claqua la porte. Ses mains tremblaient sur le volant. Le dernier bruit qu'elle entendit avant d'accélérer fut celui de la porte en bois de la Maison Rouge qui se refermait lentement, comme si elle gardait un secret qu'elle ne voulait pas dévoiler. Les pas de Mary
résonnait dans le couloir silencieux de l'hôpital. C'était tôt le matin, et elle savait que c'était le seul moment où elle pouvait entrer dans la petite salle des archives sans éveiller trop de soupçons. Elle avait un sentiment étrange, comme si les paroles de sa voisine et la photo qu'elle avait trouvée dans la Maison Rouge avaient ouvert une porte qu'elle ne pouvait plus fermer. La clé grinça en tournant dans la serrure. La pièce était froide, avec cette odeur typique de vieux papier mêlée à celle de la poussière et du désinfectant. Les étagères métalliques étaient remplies de dossiers empilés. Certains étaient sur le point de tomber. Mary prit une profonde inspiration, ferma la porte et commença à chercher. Ses doigts parcoururent rapidement les noms de famille jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent sur Jameson Camille. Le dossier qu'elle trouva était plus usé qu'elle ne l'avait imaginé. Lorsqu'elle l'ouvrit, plusieurs feuilles jaunies tombèrent sur la table. En haut, un document attira son attention. Un dossier d'admission à l'hôpital. La date remontait à 14 ans. Âge du patient, 8 ans. Motif, fractures multiples aux bras et aux côtes. Elle le relut plusieurs fois. Il n'y avait aucune mention d'un accident de voiture ou d'une chute d'une hauteur, juste une note vague, indiquant des blessures compatibles avec des chocs répétés. Mary ferma les yeux un instant, sentant son estomac se nouer. Elle passa ses mains sur son visage, essayant de chasser l'image qui se formait dans son esprit. Ce n'était pas seulement un passé triste, c'était un avertissement. Elle rangea le dossier, ferma la porte du salon et retourna dans la chambre de Camille. La chambre de Camille. En entrant, le bruit rythmique des machines lui sembla plus lent. Elle s'approcha, ajusta l'oreiller, et c'est là qu'elle l'entendit. Un faible murmure, prolongé, comme s'il venait des profondeurs d'un cauchemar. C'était lui. Il ne m'a pas laissé m'échapper. Mary se figea. « Qui, ma fille ?» demanda-t-elle en se penchant pour mieux écouter, le cœur battant à tout rompre. Mais Camille ne répondit pas. Sa respiration redevint lente et lourde. Mary resta là, à regarder son visage, et une certitude inconfortable commença à se former. Peut-être que cet accident avec délit de fuite n'était pas un accident. Peut-être que quelqu'un voulait la faire taire. Et à ce moment-là, elle sentit qu'elle ne s'occupait plus seulement d'une patiente, mais qu'elle protégeait une survivante. La réception de l'hôpital était silencieuse ce matin-là, avec seulement le son lointain d'un téléphone qui sonnait dans un bureau. Mary passait par là avec un plateau de dossiers. Quand elle vit la porte automatique s'ouvrir, un homme grand et large d'épaules entra, vêtu d'un costume sombre impeccable qui ne cadrait pas du tout avec l'endroit. Il marchait lentement mais d'un pas assuré, comme s'il savait exactement où il voulait aller. Le détail qui fit retenir son souffle à Mary était cependant son sourire. Il n'était pas chaleureux, il n'était pas polite, c'était un sourire calculé et froid, comme s'il évaluait chaque personne qu'il rencontrait. Il s'approcha du comptoir, se pencha légèrement pour parler à la réceptionniste, et même de loin, Mary pouvait entendre. « Je cherche une patiente, Camille Jameson. » La réceptionniste commença à taper sur l'ordinateur, mais Mary s'avança presque instinctivement. « Excusez-moi, nous n'avons aucun patient avec ce nom, » dit-elle en essayant de garder une voix ferme. L'homme se tourna vers elle, toujours avec le même sourire faux, et la fixa du regard pendant quelques secondes qui lui semblèrent interminables. « Excusez-moi, nous n'avons aucun patient de ce nom, » dit-elle, essayant de garder une voix calme. L'homme se tourna vers elle, arborant toujours le même sourire factice, et la fixa pendant quelques secondes qui semblèrent une éternité. « Vous en êtes sûr ?» demanda-t-il d'un ton calme, mais avec quelque chose qui la fit frissonner. « Absolument sûr », répondit-elle sans détourner le regard, même si son cœur battait très fort. « Vous devez vous être trompé d'hôpital. » Il resta silencieux, la regardant comme s'il essayait de percer son mensonge. Puis il sourit en coin, se retourna et sortit, poussant la porte automatique sans se presser. Mary resta immobile, sentant le poids de sa présence, même après qu'il eût disparu dans la rue. Le reste de son service passa lentement, chaque pas dans le couloir résonnant dans sa poitrine. Quand elle eut enfin terminé, elle se dirigea vers le parking. L'air frais de la nuit l'enveloppa, mais cela ne lui apporta aucun soulagement. Alors qu'elle s'approchait de sa voiture, quelque chose sur le pare-brise attira son attention. Un bout de papier froissé était coincé sous l'essuie-glace. Mary prit le mot et l'ouvrit. Seulement 4 mots écrits avec un gros stylo. « Ne vous en mêlez pas, infirmière. » Elle resta là, le mot entre les mains, le vent froid lui frappant son visage, regardant autour d'elle, mais le parking était vide. La menace était claire et pire encore, silencieuse. La nuit était sans lune et la route vers Sandrock semblait plus longue que la première fois. Mary conduisait, les doigts fermement posés sur le volant, la lampe de poche sur le siège passager
et le cœur battant à toute vitesse, comme quelqu'un qui sait qu'il est sur le point de franchir une ligne de non-retour. Quand elle se gara à quelques mètres de la Maison Rouge, elle éteignit les phares et resta quelques secondes à respirer profondément, écoutant seulement le bruit lointain des grillons et le bruissement des feuilles sèches dans le vent. L'endroit semblait encore plus lugubre dans l'obscurité. Elle passa le portail rouillé et traversa la cour. La porte d'entrée était toujours entr'ouverte. Elle entra lentement, l'odeur de poussière et d'humidité l'enveloppant à nouveau. La faible lumière de la lampe de poche révéla la même scène. De vieux meubles, la couverture sur le fauteuil, les rideaux épais, mais cette fois, elle n'était pas là pour regarder, elle était là pour chercher. Elle parcourut les pièces jusqu'à ce qu'elle trouve, au bout d'un couloir étroit, une porte différente des autres. Elle était plus renforcée, avec un lourd verrou en fer. Elle essaya de tourner la poignée, mais elle était verrouillée. Elle regarda autour d'elle, trouva un morceau de fer rouillé et commença à la forcer. Le bruit du métal raclant contre serrure résonna dans le couloir, et chaque seconde semblait durer une éternité. Avec un clic, la porte céda. Le faisceau de lumière de la lampe torche traversa l'obscurité et révéla une petite pièce étouffante qui sentait la moisissure et la rouille. Dans un coin, des vêtements de femmes étaient éparpillés sur le sol, certains d'entre eux déchirés. D'un côté, des chaînes étaient fixées au mur, avec des marques sombres sur le métal. Elle avait déjà vu ça dans des films où des gens étaient enchaînés. Mary sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. La lumière de la lampe torche tomba alors sur un objet posé sur une étagère, un cahier bleu couvert de poussière. Elle le prit avec précaution. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle vit que la plupart des pages avaient été arrachées, mais sur les quelques-unes qui restaient, il y avait de courtes phrases écrites d'une écriture tremblante. « Papa dit que je suis coupable. Je ne veux pas mourir ici. » Les mots semblaient crier depuis ces pages. Mary referma lentement le journal comme si elle tenait quelque chose de trop fragile. Son estomac se noua et un goût amer lui monta à la bouche. Le poids de ces mots ne reposait pas seulement sur le papier. C'était comme si chaque lettre portait la peur et la douleur de toutes ces années. Et là, dans cette pièce étouffante, elle a su avec une certitude absolue. Ce qui se cachait dans la vie de Camille était bien plus sombre qu'elle ne l'avait imaginé. Le soleil n'était pas encore levé lorsque Marie a garé la voiture devant le commissariat de police de la ville. Le journal intime se trouvait dans un vieux dossier sur le siège passager avec la photo qu'elle avait trouvée dans la Maison Rouge. Elle fixa la porte du bâtiment pendant quelques secondes, respirant profondément. Elle savait qu'à partir du moment où elle le remettrait, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Elle entra. Une forte odeur de café brûlé et de vieux papier emplissait l'air. Au bureau, un policier de service leva les yeux de son journal et lui demanda ce qu'elle voulait. « Je dois parler au chef des enquêtes », dit-elle d'une voix ferme, mais les mains moites. On la conduisit dans une petite pièce où un homme d'âge moyen, vêtu d'une chemise froissée et l'air fatigué, l'accueillit. « Je suis l'inspecteur Samuels. Que puis-je faire pour vous ?» Mary s'assit, ouvrit le dossier et posa le journal et la photo sur la table. « Ça appartient à une de mes patientes. Elle est dans le coma depuis des mois. Elle ne peut pas se défendre, mais je pense qu'elle a été victime de quelque chose de très grave. » Samuels a d'abord pris la photo, l'a regardée pendant quelques secondes, puis l'a retournée pour lire le verso. Il a ensuite parcouru le journal, lisant les phrases écrites à la hâte. « Je pense qu'elle a été victime de quelque chose de très grave. » Samuels a d'abord pris la photo, l'a regardée pendant quelques secondes, puis l'a retournée pour lire le verso. Il a ensuite feuilleté le journal intime, lisant les phrases écrites à la hâte. Son expression, déjà sérieuse, est devenue encore plus dure. « Où avez-vous trouvé ça ?» a-t-il demandé, sans lever les yeux. « Dans une maison de la ville de Sunrock, la Maison Rouge. » L'enquêteur a fermé le journal, a pris une grande inspiration et l'a regardé d'une manière qui a donné à Mary un frisson dans le dos. « Vous avez bien fait de nous apporter ça, mais maintenant, je veux que vous m'écoutiez attentivement. » Il s'est penché en avant, les coudes posés sur la table. « Je connais l'homme qui vit dans cette maison. On l'a arrêté plusieurs fois. Agression, menaces, destruction de biens d'autrui, bagarre dans des bars. Cet homme est dangereux, très dangereux. S'il découvre que tu es impliqué, il s'en prendra à toi. Ne fais confiance à personne. Tu comprends ?» Mary acquiesça lentement, sentant le poids de ses mots. « On va prendre des mesures, » poursuivit-il. « Mais d'ici là, reste loin de toute personne qui te poserait des questions à son sujet, même si elle semble bien intentionnée. » En quittant le commissariat, Mary serra le dossier vide contre sa poitrine. Le soleil commençait à se lever, mais pour elle, le matin semblait plus froid que jamais.
La journée commença comme toutes les autres, avec le murmure des couloirs et l'odeur du café se mêlant à celle du désinfectant. Mary était en train de consulter des dossiers lorsqu'elle vit deux hommes entrer dans la chambre de Camille. L'un d'eux portait une blouse blanche, mais son visage lui était inconnu. L'autre était en costume et portait un bloc-notes. Elle s'approcha tout de suite. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle, le regard fixe sur les deux hommes. L'homme en blouse sourit d'un air étudié. « Infirmière Carter, ne vous inquiétez pas. On nous a demandé de transférer la patiente dans un autre service. Pour des raisons de sécurité, vous comprenez ?» Mary sentit un nœud se former dans son estomac. « Des ordres de qui ?» Elle insista. L'homme en costume répondit trop vite. « De la direction de l'hôpital. Tout a déjà été autorisé. On a juste besoin de votre signature en tant que responsable de ses soins pour autoriser son transfert. » Elle prit le papier qu'il lui tendait. Ses yeux parcoururent les lignes imprimées, mais le sentiment que quelque chose n'allait pas ne fit que s'intensifier. Il n'y avait ni le nom du médecin traitant, ni celui de l'hôpital où elle allait être transférée, juste des termes vagues et mal rédigés. Elle leva lentement les yeux. « Et pourquoi personne ne m'en a parlé avant ?» demanda-t-elle en croisant les bras. L'homme en blouse blanche tenta de garder une voix calme. « C'est pour votre bien. Il vaut mieux ne pas poser de questions, madame. » Cette phrase résonna comme une alarme dans ses oreilles. Mary rendit le document sans le signer. « Non. Tant que je suis de service, elle ne partira pas d'ici sans l'ordre direct du directeur responsable et un document officiel. Il doit m'en parler directement, sans intermédiaire. » L'homme en tenue officielle fronça les sourcils, agacé. « Vous nous compliquez la tâche. »« Je protège ma patiente, » répondit-elle sans élever la voix, mais avec fermeté. « Si vous voulez la faire sortir d'ici, vous devrez passer par moi, le directeur de l'hôpital, la police et les habitants de la ville. » Ils se regardèrent, et pendant un instant, elle fut sûre d'apercevoir de l'impatience mêlée de frustration sur leur visage. Sans un mot, ils quittèrent la chambre, leurs pas précipités résonnant dans le couloir, le regard baissé comme s'ils se cachaient à des caméras. Mary resta seule à regarder Camille, immobile dans son lit. Elle s'approcha et ajusta la couverture sur son corps frêle. « Je sais que ce n'était pas pour des raisons de sécurité, » murmura-t-elle, « et je ne les laisserai pas t'emmener, » dit-elle en se rendant au service de sécurité. Elle se disputa avec eux, appela le directeur et organisa des réunions sur la sécurité de l'hôpital et l'accès autorisé. L'hôpital déposa une plainte au poste de police. C'était en fin d'après-midi lorsque le téléphone du poste des infirmières sonna. Mary répondit à la deuxième sonnerie, sans imaginer ce qu'elle allait entendre. « Infirmière Carter. Ici, l'inspecteur Samuels. » La voix à l'autre bout du fil semblait ferme, mais avec une gravité différente. « Nous devons vous informer. Le homme a été arrêté. » Mary se redressa sur sa chaise, le cœur battant à tout rompre. « Arrêté. Où ?» ?»« Dans un hôtel à quelques kilomètres d'ici. Il était enregistré sous un autre nom. Il y eut un bref silence avant qu'il ne poursuive. Il avait fait ses valises et, d'après nos infos, il avait l'intention de finir ce qu'il avait commencé avec la fille. Il avait utilisé ce qu'il avait pour engager des voyous. Les mots tournaient dans sa tête comme s'ils n'avaient aucun sens. Finir ce qu'il avait commencé semblait être une phrase froide. « Et a-t-il dit quelque chose ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Seulement qu'elle n'aurait jamais dû survivre, qu'elle était responsable de la mort de sa femme. Le silence qui suivit était pesant. Carter a failli y arriver. Il était tout près, tout près. Mary ferma les yeux en sentant une boule dans sa gorge. Un mélange de colère, de soulagement et de peur envahit tout son corps. « Merci de m'avoir prévenu, » répondit-elle dans un murmure. À l'autre bout du fil, Samuels continua. « On ne sait pas combien de temps il restera en prison, mais pour l'instant, elle est en sécurité, et c'est grâce à toi. » Quand il raccrocha, Mary resta immobile pendant quelques minutes, fixant la porte de la chambre où Camille se reposait. Elle entra lentement, s'approcha du lit et lui prit la main. « Tu n'as pas idée à quel point tu es passée près, ma fille, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Mais maintenant, il ne te touchera plus jamais. » Le bip constant du moniteur semblait plus faible, comme si même la machine partageait ce soulagement silencieux. La pièce était plongée dans le silence, éclairée uniquement par la douce lumière qui filtrait à travers la fenêtre. Il était tôt, et Mary était assise sur une chaise. Le bip constant du moniteur semblait plus doux, comme si même la machine partageait ce soulagement silencieux. La pièce était plongée dans le silence, éclairée seulement par la douce lumière qui passait par la fenêtre. Il était tôt, et Mary était assise dans le fauteuil à côté du lit, comme elle le faisait tous les jours. Elle lisait un vieux livre, mais son attention était partagée.
Une partie d'elle-même était toujours concentrée sur la petite fille qui dormait là. Le son constant du moniteur cardiaque faisait déjà partie de l'environnement, rappelant que la vie battait toujours. Mary soupira, ferma le livre et ajusta la couverture sur le corps fragile de Camille. Puis quelque chose changea. D'abord un léger mouvement des paupières, puis un froncement de sourcils presque invisible sur le front. Mary se pencha en avant, le cœur battant à tout rompre. Camille appela d'une voix faible, mais pleine d'espoir. Ses yeux s'ouvrirent lentement, comme si la lumière était trop vive pour l'affronter d'un seul coup. Ils s'arrêtèrent sur ceux de Mary, et pendant un instant, les deux se regardèrent comme pour essayer de confirmer que c'était bien réel. La bouche de Camille bougea, et sa voix sortit faible, enrouée par tant de mois de silence. « Je suis sûre maintenant. » Mary sentit sa poitrine se serrer. Elle lui prit la main fermement, essayant de lui transmettre toute la chaleur qu'elle avait dans le cœur. « Oui, ma fille, tu es sûre ?» Camille cligna lentement des yeux, et des larmes se formèrent au coin de ses yeux. Mary ne put retenir les siennes. Elle s'agenouilla à côté du lit, et les deux femmes s'étreignirent avec précaution, comme si elles craignaient qu'un mouvement brusque ne brise ce moment. Plus aucun mot n'était nécessaire. Les pleurs qui suivirent n'étaient pas seulement dus à la tristesse ou au soulagement, mais à la libération. Là, dans cette étreinte, des années de silence et de peur furent brisées. Et pour la première fois depuis longtemps, il y avait de la place pour quelque chose de nouveau. La paix. La pièce était calme, la lumière de l'après-midi peignant les murs d'un orange doux. Mary arrangeait l'oreiller de Camille, s'assurant qu'elle était bien installée. Il y avait encore une fatigue visible sur le visage de la jeune femme, mais il y avait aussi quelque chose de nouveau dans ses yeux. La vie. Camille la regardait en silence, suivant chacun de ses mouvements. Quand Mary eut fini, elle s'assit sur le bord du lit et sourit, comme elle le faisait toujours quand elle voulait cacher son inquiétude. « Tu te sens mieux ?» demanda-t-elle en passant sa main dans ses cheveux. Camille prit une profonde inspiration avant de répondre. Mary dit d'un ton qui fit cesser le sourire de l'infirmière et la poussa à prêter attention. Les yeux de la jeune femme se remplirent de larmes et sa voix sortit basse, mais pleine de certitude. « Sans toi, je ne serais pas là. » Mary sentit une boule dans la gorge. Elle essaya de parler, mais ses émotions lui coupèrent la parole. « Oh, ma fille !» parvint-elle à dire en lui prenant la main. « Ne dis pas ça. » Camille serra ses doigts avec le peu de force qu'il lui restait, comme si elle voulait que l'infirmière comprenne que chaque mot était vrai. « C'est comme ça. Tu n'es pas seulement la personne qui a pris soin de moi, tu es ma mère dans mon cœur. » C'était impossible de se retenir. Les larmes de Mary coulaient silencieusement, tandis qu'elle portait la main de Camille à son visage, sentant la chaleur fragile de cette peau. « Ma maman dans mon cœur », répéta-t-elle presque dans un murmure, comme si elle savourait un cadeau. Les deux restèrent là, main dans la main, tandis que le monde extérieur continuait tranquillement dans cette chambre. Cependant, le temps semblait s'être arrêté pour préserver cet instant. Un moment simple, mais tellement plein d'amour, qu'aucune d'elles ne l'oublierait jamais. Les jours à l'hôpital se passèrent plus paisiblement après le réveil de Camille. Mais Mary savait que cette paix était fragile. La chambre froide, le bruit constant des moniteurs, la nourriture servie sur des plateaux en métal. Rien de tout cela n'était la vraie vie. Camille avait besoin de plus que des médicaments. Elle avait besoin d'un foyer. C'était un lundi matin lorsque Mary est arrivée à l'hôpital avec un dossier rempli de documents. Elle avait passé des nuits à remplir des formulaires, à assister à des réunions et à parler à des travailleurs sociaux. Elle raconta l'histoire de Camille. Elle omit certains détails dangereux, mais elle fut claire. Il n'y avait aucune famille pour s'occuper d'elle, et elle n'allait pas les laisser l'abandonner à son sort. Quelques semaines plus tard, l'autorisation arriva. Mary a pleuré toute seule dans la voiture en tenant le papier qui disait qu'elle pouvait légalement prendre en charge la jeune fille. Le jour où elle a quitté l'hôpital, Camille a regardé la porte de l'hôpital comme si elle disait au revoir à un endroit qui était à la fois une prison et un refuge. Mary a mis la couverture autour de ses épaules et a dit « Rentrons à la maison, ma fille ». Le trajet s'est fait en silence. Camille, regardant la ville par la fenêtre, ses yeux absorbant les couleurs et les lumières qui lui semblaient nouvelles après avoir passé tant de temps dans l'ombre. Quand elles sont arrivées, Mary a ouvert la porte d'une petite maison simple mais animée. Des plantes dans le jardin, des photos sur les murs, l'odeur du café fraîchement moulu. « Bienvenue », a-t-elle dit avec un sourire. « C'est chez toi maintenant. » Camille marcha lentement vers la petite chambre préparée pour elle. Sur le lit, une couverture douce, un oreiller brodé et un nouvel ours en peluche l'attendaient. Elle s'assit,
touchant tout comme pour s'assurer que c'était bien réel. « C'est magnifique », murmura-t-elle d'une voix tremblante. Mary s'approcha, s'assit à côté d'elle et passa son bras autour de ses épaules. « Ce n'est pas juste une maison, Camille, c'est un foyer, notre foyer. » Camille posa sa tête sur son épaule et ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit sa poitrine s'alléger, comme si elle pouvait respirer sans peur. Et Mary sut alors qu'elle avait tenu la promesse silencieuse qu'elle s'était faite le jour où elle avait décidé de ne pas lâcher cette main. La maison était remplie de l'odeur du gâteau fraîchement cuit et du son des rires provenant de la cuisine. C'était un jour spécial, exactement 1 an après que Camille ait ouvert les yeux dans cette chambre d'hôpital. Pour Mary, cette date était plus importante que n'importe quel anniversaire, car elle marquait la renaissance de quelqu'un qu'elle considérait comme sa fille. Camille passa la matinée à aider à mettre la table, essayant de cacher son anxiété. Mary était occupée dans la cuisine à couper des fruits et à arranger les assiettes lorsqu'elle sentit une main se poser sur son épaule. « Mary !» dit-elle d'une voix douce, presque timide. L'infirmière se retourna et vit la jeune femme tenant une petite boîte bleue dans ses mains. « Qu'est-ce que c'est, ma fille ?» Camille rougit, mais ses yeux étaient déjà remplis de larmes. « C'est un cadeau. Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, c'est pour tout. » Mary s'essuya les mains sur son tablier et ouvrit la boîte. À l'intérieur, un délicat collier avec un pendentif en forme de cœur scintillait dans la lumière de l'après-midi. Elle le prit avec précaution et remarqua qu'il y avait quelque chose de gravé dessus. Elle l'approcha pour le lire et sa vision se brouilla à cause des larmes. « Merci de m'avoir donné la vie 2 fois. » Mary porta sa main à sa bouche, essayant de retenir ses larmes. « Oh, Camille !» dit-elle d'une voix brisée. « Ce n'était pas nécessaire. »« Si !» l'interrompit fermement la jeune femme. « Tu ne m'as pas seulement sauvé la vie, tu m'as donné un foyer, de l'amour et une mère. » Les 2 femmes s'étreignirent fort, comme si elles voulaient regarder ce moment pour toujours. Mary sentit son cœur battre rapidement, mais c'était un battement doux, plein d'une joie profonde. Quand elles se séparèrent, elle passa le collier autour de son cou, les doigts encore tremblants, et regarda Camille. « Ne retire jamais ce pendentif », demanda la jeune femme en souriant à travers ses larmes. « C'est pour que tu te souviennes que même si nous n'avons pas le même sang, notre lien est éternel. » Mary se contenta d'acquiescer en lui serrant la main, et dans ce regard partagé, sans autre mot, il était clair que l'amour qui les unissait était plus fort que n'importe quel lien du sang. C'était un amour choisi, un amour qui sauve. L'hôpital était plus calme que d'habitude ce matin-là. Mary marcha lentement dans les couloirs, comme si elle voulait se souvenir de chaque détail. Le son lointain des moniteurs, l'odeur du désinfectant, les voix étouffées des médecins discutant des cas. Chaque recoin de cet endroit renfermait des souvenirs de larmes, d'espoir et d'adieu. Elle entra dans la salle du personnel, retira sa blouse et la plia soigneusement. Elle s'assit un instant en fixant le tissu blanc dans ses mains. Combien d'années? 32 plus. C'était difficile à compter. Pendant tout ce temps, elle avait vu la vie commencer et finir plein de fois. Elle avait tenu des mains froides, écouté les derniers mots, séché les larmes des familles et parfois pleuré avec eux. Mais alors qu'elle rangeait sa blouse dans le sac, elle pensa à Camille. Elle sourit. Quelques heures plus tard, elle était chez elle, en train de faire du café. Quand la jeune femme franchit la porte avec un grand sourire, elle demanda « Maman, pourquoi es-tu si pensive ?» en posant son sac à dos sur le canapé. Mary se retourna, posa ses mains sur la table et prit une profonde inspiration. Parce qu'aujourd'hui, c'était mon dernier service. Les yeux de Camille s'écarquillèrent. « Quoi? Tu as pris ta retraite ?»« Oui, ma fille, j'ai sauvé beaucoup de corps dans ma vie, mais sauver une âme, c'est autre chose, ça n'a pas de prix. » Camille s'approcha d'elle et la serra fort dans ses bras. « Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ?» Mary la regarda dans les yeux et lui caressa le visage. « Maintenant, je vais passer le reste de ma vie à faire de toi la personne la plus heureuse du monde. » Les 2 femmes restèrent là à s'étreindre, ressentant la chaleur que seul un véritable foyer peut procurer. Et Mary sut, avec la plus douce certitude qu'elle ait jamais ressentie, que c'était le travail le plus important et le plus beau qu'elle ferait dans toute sa vie. L'auditorium était plein, mais le silence était presque total. Des médecins, des infirmières, des étudiants en soins infirmiers et certains membres de la famille des patients occupèrent les sièges, attendant l'invité spécial. Sur scène, un simple micro, une table avec un verre d'eau et le faible bruit de quelqu'un qui testait le système audio. Mary était en coulisses, ajustant son chemisier et prenant de profondes inspirations. Elle n'était pas là pour parler de technique ou enseigner des protocoles. Elle était là pour parler de quelque chose qui ne s'apprend pas dans un manuel. Quand elle est entrée, elle a été accueillie par de légers applaudissements.
Elle s'est dirigée vers le micro et a regardé le public, marquant une pause de quelques secondes avant de commencer. J'ai passé plus de 30 ans de ma vie à porter une blouse blanche. Elle a commencé d'une voix calme mais ferme. J'ai vu des gens naître, j'ai vu des gens mourir, j'ai vu des victoires et des défaites, mais surtout, j'ai vu des histoires. Elle a marqué une pause, laissant le silence envahir la salle. Souvent, on éteint les machines sans jamais savoir ce qui se cachait vraiment derrière ses yeux fermés. Elle a fait une pause, laissant le silence envahir la salle. Souvent, on éteint les machines sans jamais savoir ce qui se cachait vraiment derrière ses yeux fermés. Et d'autres fois, sa voix tremblait un peu. D'autres fois, une vie était sauvée parce que quelqu'un avait décidé de simplement donner un coup de main. Certaines personnes dans le public ont baissé les yeux, émues par ces paroles. « Je veux que vous vous demandiez, et si c'était vous ?» dit-elle, regardant chaque coin de l'auditorium. « Ou quelqu'un que vous aimez, voudriez-vous qu'il ne soit qu'un numéro de plus dans un dossier, ou voudriez-vous que quelqu'un ait la patience d'attendre, d'écouter, de croire ?» Mary prit une profonde inspiration, sentant l'émotion monter, mais elle continua. « Peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un a juste besoin que tu sois là, pas pour faire un miracle, pas pour promettre ce que tu ne peux pas offrir, mais pour lui tenir la main et lui dire « Je suis là et je ne te quitterai pas ». Le public est resté silencieux pendant quelques secondes, puis des applaudissements forts et longs ont commencé, grandissant jusqu'à remplir tout l'auditorium. Mary sourit, les larmes aux yeux, et se dit que si au moins une personne quittait la salle avec la détermination d'écouter davantage et de juger moins, cela en aurait valu la peine. Au fond d'elle-même, elle savait que c'était le véritable remède qu'elle avait toujours voulu offrir. Et maintenant, après avoir vécu cette histoire avec nous, dis-moi, que ferais-tu à la place de Mary ? Aurais-tu le courage de désobéir aux ordres et de tout risquer pour sauver quelqu'un qui pourrait même ne pas être capable de t'entendre ? Ou si tu étais à la place de Camille, ferais-tu confiance à une personne qui est entrée dans ta vie au moment le plus difficile ? J'ai vraiment envie de connaître ton avis. Laisse-la ici dans les commentaires, car chaque point de vue est important. Et qui sait, peut-être que ta réponse aidera quelqu'un d'autre à voir la vie différemment. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir les prochaines histoires. Toutes les vidéos ici sont faites pour toucher ton cœur, comme celle-ci. Oh, et pendant que tu es ici, ne manque pas la vidéo qui apparaît sur ton écran en ce moment. C'est une histoire vraie qui a déjà fait pleurer beaucoup de gens et les a amenés à réfléchir à la valeur de la vie. Clique et regarde-la jusqu'à la fin, parce que je te promets que tu ne verras plus jamais le monde de la même façon.